et nous allons parler un tout petit peu d'économie. Pasteur, nous revenons avec vous. Pasteur Marcel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Cameroun n'arrive pas à avoir son indépendance énergétique? Pourtant, nous pensons être émergents en 2035. Est-ce que l'émergence est possible sans indépendance énergétique? Est-ce que l'émergence est possible sans toutefois que l'on ait assez d'électricité, n'est-ce pas? Bon, je crois que... Désolé, je parle un peu comme le président de la République aujourd'hui. Allez-y. Je crois que beaucoup de choses sont faites dans ce sens-là. Oui. Je crois qu'il y a un espoir. On est pratiquement à 4 barrages, si je ne me trompe pas. À pratiquement 4 construits. Il y a celui au niveau du sud. J'ai même un petit frère qui travaille là-bas, qui est pratiquement achevé. Et les chantiers vont commencer à engrandir dans quelques mois. Et je crois que lorsque tout sera terminé... On en a à l'Est aussi, longtemps. À l'Est, bien sûr, c'est déjà terminé depuis. Alors on attend que tout soit fait. Et je crois que lorsque ces projets, puisque c'est terminé, le chantier est terminé, lorsque on va se lancer justement dans l'exploitation de ces barrages-là, je crois qu'on aura une certaine autonomie. Permettez-moi de rire. Voilà. Lompanga est terminé. Mais la région de l'Est est dans le noir. Il fonctionne déjà à Lompanga. Oui, mais la région de l'Est est dans le noir. Et bon, je crois que quelqu'un l'a dit quelque part. Et que, bon, déjà on a beaucoup de dettes à payer. Je vous ai dit, non, on a beaucoup de dettes à payer. Ça, c'est quelque chose que le Cameroun, ou du moins le Camerounais lambda néglige. Le Camerounais, ou du moins le Cameroun en tant que pays, a beaucoup de dettes à payer. Oui. Et c'est un peu malheureux. On a contracté ces dettes, pourquoi faire? C'est un peu malheureux que la plupart... Moi, j'ai vécu dans un pays comme le Ghana, par exemple, où l'État prend le temps de renseigner la population sur tout ce qu'on a comme problème. Cette année, le budget va donner ceci. Et voici ce qu'il faudrait qu'on amasse pour payer nos bailleurs de fonds. Je ne sais pas si on se comprend. Le malheur qu'on a au Cameroun, c'est que le gouvernement ne nous renseigne pas. Et du coup, le Camerounais pense qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de ressources et qu'il n'en profite pas. Non, nous ne parlons pas de ressources. Revenons à l'électricité. Justement, je reviens à l'électricité. Une des priorités, c'est de vendre cette électricité-là. Oui, quelqu'un, une source nous a dit un jour que cette électricité va plus au Tchad parce qu'au Tchad le kilowatt coûte plus cher qu'au Cameroun ou en Guinée équatoriale. C'est pourquoi je viens de vous dire qu'une des priorités pour ces barrages, c'est de vendre de l'électricité. Je prends l'exemple très simple. Au Bénin, ils ont les barrages. Pourtant, ils vendent une partie de l'électricité au Nigeria pour se faire de l'argent. Parce que du coup, ça coûte un peu plus cher là-bas et l'argent revient dans les caisses, dans l'État, qui peut l'utiliser pour faire beaucoup d'autres choses. Est-ce que l'argent ne rentre pas dans les caisses d'Eneo plutôt que les caisses de l'État du Cameroun? Oui. Non, mais Eneo paie les taxes à l'État Cameroun. Oui, payer les taxes ne veut pas dire que... On sait comment ça se passe, même avec la téléphonie mobile. Vous savez aussi que les taxes augmentent en fonction des revenus que vous faites. Oui. Alors, si Eneo paye 100 000 aujourd'hui, et que du coup, ils ont 4-5 barrages à gérer, je pense que d'ici l'an prochain, ils payeraient un peu plus. Je suis allé un jour dans le nord du Gabon. C'est un pays que j'aime particulièrement. Quand vous arrivez à Bitam, c'est écrit le Gabonais avant tout. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le Camerounais avant tout? Pourquoi pas électrifier tous les foyers camerounais et puis penser aux autres? Non, j'ai du respect pour les économistes. À un moment donné, le Cameroun a choisi je sais pas, peut-être de les mettre ici et là pour analyser, étudier les questions économiques et tout le reste. J'ai du respect pour eux et je pense que si aujourd'hui le Cameroun choisit de vendre son électricité pour se faire plus d'argent, vous ne pensez pas peut-être qu'il vaudrait mieux vendre son électricité, se faire beaucoup d'argent et du coup alléger un peu les taxes au Cameroun? Vous ne pensez pas un peu dans cette manière? Et du coup, on aurait beaucoup de gens qui vont investir, payer, je vais dire, peu d'impôts et l'économie pourrait, je sais pas, du coup être mieux. Ça fait 35 ans que ça dure. Hein? Ça fait 35 ans. Laissez que les 4 ou les 5 barrages deviennent opérationnels. Je crois que peut-être on pourrait rediscuter sur la question. D'accord. Voilà. Docteur Baké, compte tenu du contexte socio-politico-économique du Cameroun actuel, peut-on réellement parler d'industrialisation de ce pays? Le Cameroun va vers l'industrialisation. Nous sommes en train d'aller, et pour l'un des facteurs, l'un des éléments fondamentaux de cette industrialisation est justement les ressources énergétiques. Entre autres, ce sont ces barrages-là qui nous permettront de produire, parce que nous avons la matière première, nous avons les ressources humaines,
capables d'apporter leur plus-value aux matières. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y a l'élément fondamental qu'on appelle les ressources énergétiques. Et la création de ces barrages va permettre à l'industrie locale de pouvoir s'exprimer sur le marché national, déjà dans notre marché interne, et pourquoi pas dans le marché international. Donc, il faut absolument passer par l'électrification, c'est-à-dire produire de l'énergie électrique, pas seulement l'énergie électrique. Je voudrais vous assurer que l'éolienne bientôt va fonctionner et l'énergie solaire est déjà opérationnelle au Cameroun. Donc, nous sommes en train de multiplier les sources d'énergie pour permettre à l'économie locale, parce qu'on ne peut produire que si on produit en énergie. Exactement. Et donc, le Cameroun est en train de se positionner par rapport à là pour permettre maintenant son décollage pour l'émergence en 2035 souhaitée. Mesdames et messieurs, c'est très vrai. Je crois que pour les habitants de la région de l'Ouest, ils ont remarqué comme moi qu'il y a moins d'eau pure que l'année dernière ou l'année surpassée, même dans notre région de l'Ouest. Parlons un peu du plan militaire, Dr Baquet. Nous avons vu le Cameroun se positionner comme étant une véritable puissance militaire. Vous nous aviez dit tout à l'heure que le Cameroun est un pays fort. Mais comment se passe-t-il que, plus faibles que nous, viennent à notre secours dans une petite guerre contre Boko Haram? Comment vous l'expliquez? Un petit État vient au secours d'une puissance. Déjà, je ne voudrais pas positionner, si vous voulez parler du Tchad, je ne voudrais pas parler du Tchad ici en termes de petit pays, ou sur quel que soit le plan. Petite armée par rapport à la puissance qu'est le Cameroun. Quel que soit le plan, je vais vous décevoir parce que l'expérience en stratégie, c'est le combat qui perfectionne le militaire. Et le Cameroun n'est pas un pays de front. Je vous ai dit au départ, c'est un pays de paix. Et dès lors que le Cameroun s'est positionné comme un pays de paix, il a peu d'expérience en termes d'entraînement militaire, c'est-à-dire de guerre. Le Tchad a combattu presque sur tous ses fronts, avec presque tous ses voisins. Ils ont toujours été en guerre. C'est un état militaire, on peut le dire entre guillemets. Alors que le Cameroun est un état de paix. Maintenant, il ne faudrait pas dire que parce que nous sommes un état de paix, nous n'avons pas les moyens de faire la guerre. Non, c'est le contraire. Le Cameroun a les moyens de faire la guerre, mais le Nigeria, le Tchad, je veux dire, avait tout intérêt à intervenir dans cette guerre. Parce que, voyez-vous, le Tchad est alimenté au sud par le Cameroun. Et tous ces produits passent par, la plupart, je veux dire, de ces produits passent, ils ont deux choix, le choix Cameroun et le choix Niger. Et le choix Cameroun est à 65% de leur industrie, de leur économie locale. C'est-à-dire les ressources qui viennent par le Cameroun représentent 65% de leur économie. C'est un 10-80. Il n'y a que 35%, je voudrais citer Idriss Déby lui-même, il n'y a que 35% qui passent par le Niger. Donc, lorsque le Cameroun est attaqué par le Nord, ils ont tout intérêt, de peur d'être asphyxiés. Ça, c'est l'asphyxie, c'est la mort totale. De peur d'être asphyxiés, ils avaient le corridor de Moundou. Parce que j'ai des camarades là-bas, le professeur Amani Sidibé. Moundou au Tchad. Oui, il est de Moundou. Il me disait par voie téléphonique que nous sommes presque à l'asphyxie. Et donc, l'armée tchadienne avait tout intérêt à intervenir dans la guerre. Bon, maintenant, notre stratégie n'était pas d'aller violer l'espace territorial tchadien. Il fallait des accords. Alors, pour que l'armée tchadienne intervienne au Cameroun et l'armée camerounaise intervienne au Tchad. Bon, quand on dit le Tchad est venu au secours du Cameroun, je ne veux pas dire non, parce que c'est vrai. Mais maintenant, c'était une réciprocité aussi. Et encore qu'ils avaient tout intérêt à intervenir dans cette guerre. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué pour dire que le Tchad est venu au secours? Est-ce des armes ou alors des hommes? Je voudrais vous dire que le Tchad a été menacé presque jusqu'à N'Djamena. Alors que le Cameroun n'a pas été menacé. Même le nord, Garoua, n'a pas été influencé par cette guerre-là. Il n'y a que l'extrême nord qui
reçoit les soubresauts de temps en temps pour dire qu'il n'y a même pas 1 kilomètre carré du Cameroun qui a été influencé pendant cette guerre, alors que N'Djamena, lui, il était attaqué. Vous comprenez donc que sur le plan géopolitique et géostratégique même, on a positionné la guerre telle que notre armée était au front et était cueillir les assaillants de loin, à partir des frontières. Alors que l'armée tchadienne au départ attendait N'Djamena. C'est quand ils ont compris qu'ils étaient au bord de l'asphyxie qu'ils sont descendus et ont permis, et c'est le Cameroun qui a permis. Donc je ne pourrais pas vous dire que un petit pays, et d'ailleurs je ne classe pas le Tchad comme étant un petit pays en termes de guerre. D'accord. Que le Tchad n'est pas un petit pays. Pendant longtemps, le Tchad a eu le droit de poursuite et pas le Cameroun en territoire nigérian. C'était dû à quoi? Le Nigeria avait peur du Cameroun? Il y a un passif, il y a un passé, notre histoire avec le Nigeria qui Bakassi donne lieu à plusieurs méfiances. Oui. Vous savez que la guerre du Biafra, vous savez le problème de Bakassi et le problème de la partie du Cameroun qui se retrouve au Nigeria. Oui. Alors ce qui fait que nos populations de l'extrême nord vers Yola, c'est presque, avec nous, c'est presque les mêmes populations qui se partagent également avec le Nigeria. Ce sont les mêmes populations. Ce qui fait que facilement, notre passé nous rattrape quelque part pour dire que si le Cameroun intervient, les Camerounais de l'histoire, c'est-à-dire il y a presque 60 ans aujourd'hui, pourraient se ressouvenir du fait que nos frères sont venus à notre secours. Et pourquoi ne pas réorganiser? Parce qu'ils sont menacés, l'État du Delta est menacé, la Damawa est menacée. Alors, pourquoi ne pas revenir maintenant vers l'État qui peut mieux nous protéger? Voilà la peur du Nigeria, parce que également à Suka University of Lagos, j'ai 2 camarades avec qui nous avons longuement échangé sur la question et qui, pendant les échanges, nous ont laissé comprendre les peurs qui existaient au Nigeria en ce moment. Est-ce que le Cameroun ne peut plus, si le Cameroun on permet aux Camerounais d'aller défendre jusqu'à, par exemple, à l'État du Delta ou alors aux confins des États attaqués, est-ce qu'ils ne pourraient pas reprendre leur population que nous avons acquis? Mais actuellement, le Cameroun devrait avoir un droit de poursuite. On a vu l'armée camerounaise entrer en territoire nigérien. Oui, mais c'est limité et c'est contrôlé. Aujourd'hui, il fallait que l'armée nigériane soit sur place. Et nous sommes obligés de faire avec l'armée nigériane. Pour avoir, nous sommes, les interventions sont hautement contrôlées. Que le Cameroun ne peut pas, à lui seul. Avant d'aller attaquer, on informe d'abord qu'on va attaquer dans. Pour permettre à l'armée nigériane de pouvoir se déployer sur le terrain. Et nous contenir au cas où. Au cas où, on peut, nous avons un droit de contrôle. Le droit de poursuite n'interdit pas le droit de contrôle et de surveillance. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Pasteur Marcel, je suis à vous. Le Cameroun peut-il réellement assurer la défense de son territoire face à une véritable armée comme celle du Nigeria? Vous croyez que c'est possible? C'est pas sûr. L'armée du Nigeria est classée dans le top 10 des armées puissantes en Afrique. La marine camerounaise aussi. Hein. La marine camerounaise? Oui, dans le top 10 des marines en Afrique. Je devrais revoir cette information qu'on vient de donner parce que je dis l'armée camerounaise est 23e ou 24e. L'armée camerounaise. Souvenez-vous que le Nigeria n'a pas pu battre le Cameroun à Bakassi. Ils n'ont pas pu le battre. La grande question c'est, était-il vraiment engagé dans un combat? N'était-il pas engagé? Était-il vraiment engagé dans un combat? Le Nigeria a attaqué le Cameroun jusqu'aux confins de Limé. Attendez. Ils ont tout le temps été repoussés. Non, attendez. Qui sont ceux qui combattent justement à Bakassi? C'était pas nécessairement l'armée nigériane. C'était ces voyous, je ne sais pas trop du Biafra, qui réclamaient leur territoire. C'était pas nécessairement l'armée nigériane. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que la zone de combat, il faut le dire. Pourquoi est-ce que le Cameroun choisit de créer le Bié Delta en 2007? Pour sécuriser l'espace maritime. Non, pourquoi le Bié Delta? Parce que c'était un corps d'élite qui justement pouvait combattre dans cette zone-là. Et il se fait que l'armée nigériane elle-même n'était pas, ou du moins n'avait pas la potentialité pour combattre dans ce territoire. Alors ceux qui combattaient là permanemment, c'était les gens qui vivaient dans la zone. Donc qui justement combattaient. Des
voyous, comme vous le dites, tenaient tête à l'armée camerounaise. Je le confirme, j'ai vécu au sud-ouest. Non, je vous relance. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que des voyous qui n'ont pas de formation militaire ont tenu tête à l'armée camerounaise. Continuez d'observer. Il y a peut-être, ça doit peut-être faire 1 an aujourd'hui. Oui. Où justement des pires dans la zone de Bakassi ont tué, je vais dire quoi, peut-être une douzaine d'hommes. Des pirates, oui. Des pirates. Bien sûr, vous prononcez le mot. C'est des pirates. Ce n'est pas l'armée nigériane. Je ne sais pas si on se comprend. Et il est clair, je vous rassure aujourd'hui, peut-être le Nigeria n'est pas dans la zone CEMAC. Et du coup, le Nigeria n'est pas aussi dans, je vais dire quoi, l'Afrique centrale. Mais si on devait engager une guerre contre le Nigeria, on serait mal parti. Le Cameroun serait mal parti s'il engagerait une guerre contre le Nigeria. Mais par contre, nous avons une source militaire qui nous dit que le Cameroun possède une base stratégique sur le mont Cameroun qui pourrait faire d'importants dégâts au Nigeria. D'où, n'est-ce pas, le fait de déplacer la capitale, l'ancienne capitale du Nigeria vers Lagos aujourd'hui. Excusez-moi, pasteur Romuald, ou monsieur Romuald. Oui, allez-y. Vous combattrez à partir d'un seul point. J'en sais rien, je vous pose des questions, éclairez-nous. Non, mais je crois du coup ça devient problématique. Parce que si vous le dites, parce qu'il faut savoir quelque chose par rapport aux armées. Et surtout lorsqu'il s'agit, je vais dire, des pays frontaliers et tout le reste. Chaque pays a une information particulière. Et quand on parle de géostratégie, je crois qu'on devait en parler aujourd'hui. Chaque pays, ou du moins chaque armée et chaque pays, a une information particulière sur l'autre pays. Et du coup, le Nigeria a une information sur ce que vous venez de dire, qui est un point stratégique à partir duquel le Cameroun pourrait... Il paraît que c'est la raison pour laquelle ils ont déplacé la capitale. Et j'ai envie de vous dire que si une guerre devait déclencher, le tout premier point que le Nigeria attaquerait, c'est ce point-là. Nous ne sommes pas partisans de la guerre. Bien sûr. Docteur Baquet, Voilà. est-ce que le Cameroun pourrait véritablement se défendre face à une armée comme celle du Nigeria? Déjà, quand on dit pourrait, allons sur la base des hypothèses. Alors, la première hypothèse, l'armée, qu'est-ce qui fait la force des armées? Ce sont les connaissances, les tactiques, la capacité de se déployer et maintenant le matériel de combat. Une petite armée peut en battre 1000. Nous avons l'exemple de Dien Bien Phu, n'est-ce pas? C'est-à-dire une petite armée qui, à partir des techniques sur le terrain, déploie une stratégie qui vous permet, soyez une grande puissance, vous allez plier les Chines devant elle. Alors, ici, entre le Cameroun et notre voisin, notre frère, le Nigeria, il n'est pas question de dire est-ce que le Cameroun peut tenir. Le Cameroun a déjà une très bonne formation. Pour avoir subi... Allez vite, selon notre train de contrôle, il nous manque 4 minutes. Pour avoir subi cette formation, je peux vous rassurer que l'armée camerounaise est très bien formée. Oui. Maintenant, en termes de déploiement sur le terrain, je peux vous dire également que par rapport à une armée comme le Nigeria, je ne connais pas déjà l'armée nigériane. Ça, je peux déjà vous l'affirmer. Mais je sais que l'armée nigériane s'approvisionne en armes dans certains types de pays. Je ne vais pas les citer. Ce sont des secrets militaires. On ne peut pas les dénoncer comme ça. Alors, le Cameroun également a des armes très solides. Et je voudrais vous rassurer que si maintenant c'est le nombre, si nous allons maintenant les comparer en termes de nombre, je peux vous dire que l'armée nigériane viendra à bout du Cameroun en 48 heures. Mais s'il s'agit des techniques et des tactiques sur le terrain, je peux vous rassurer que ce sera un combat, une guerre qui va prendre beaucoup de temps. Et je ne voudrais pas arbitrer cette guerre parce que je sais qu'elle va trouver beaucoup de dégâts. Par contre, on a vu Boko Haram prendre quasiment tout un État dans le puissant Nigeria. Oui, le Nigeria, ce qui fait... C'était sa faiblesse. C'était une faiblesse. Non, c'est le territoire qui fait problème et non pas l'armée. D'accord. C'est le territoire qui fait problème. En 30 secondes chacun, on commence par vous, docteur Marcel. Quelle est l'influence militaire du Cameroun dans la sous-région? Est-ce qu'il y en a? Je vais dire qu'elle commence à se construire au fur et à mesure. D'accord. En raison des exploits que nous faisons au nord, il faut noter qu'à un moment donné, on est allé au Gabon, assister les Gabonais. Je crois que c'était là, bien sûr. Les pires étaient au Gabon. Ça a été filmé sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais dire, au fur et à mesure, on essaie d'asseoir une certaine... Le Gabon n'était pas en guerre.
Non, je n'ai pas dit qu'il était en guerre. Non, c'est pour avoir, je vais dire quoi, pour avoir eu besoin de nous, je ne sais pas si on se comprend. Je me dis qu'ils ont jugé et ont trouvé qu'on pouvait les aider. 20 secondes. Voilà. Donc, comme je dis, au fur et à mesure, on essaie d'asseoir une certaine notoriété. Et avec le temps, je crois qu'on sera une vraie puissance militaire. Voilà. Docteur Baquet, quelle est l'influence militaire du Cameroun dans la sous-région? Le Cameroun déjà ne se détermine pas comme un État militaire. Et seulement le Cameroun a les moyens de se défendre. C'est ce que je peux dire. Nous avons vu le président tchadien parler d'un bi-régional, ou alors sous-régional. Il faisait référence à la force de frappe du bir. Il pensait que l'Afrique centrale pouvait créer un bi-régional. Est-ce que c'est pour nous tirer un coup de chapeau, pour dire, ah, les gars, vous êtes forts? Justement, plus que c'est un général, il a eu à tester et à trouver des éléments qui justifiaient son approbation de notre armée. Sûrement, il a trouvé que notre armée, par rapport à un certain nombre de techniques, était suffisamment aguerrie. Voilà pourquoi il a fait ce coup de tête à l'armée camerounaise pour dire chapeau. Mesdames et messieurs, nous étions sous l'arbre à palabre ce soir et nous parlions de géostratégie, la place du Cameroun en Afrique centrale. Je crois qu'au sortir de là, nous sommes tous édifiés sur la puissance du Cameroun, mais pas ses faiblesses, parce que nous osons croire que notre pays n'en a pas. Nous prenons rendez-vous samedi prochain quand il sera 20 h. Bonsoir.